Bonjour, Marie-Pierre Demont, docteure en sciences humaines sur le bonheur et aussi apicultrice. Je suis ravie de vous retrouver dans mon podcast Happy Impact pour faire du bonheur un moteur stratégique et amplifier l'impact humain. Aujourd'hui je suis bonheur. Aujourd'hui je suis bonheur. Je vous retrouve pour l'épisode 2 sur le bonheur, sens, science et conscience, où cette fois nous allons aborder les différentes philosophies du bonheur. Happy world, happy world. Aujourd'hui je suis bonheur. 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 Effectivement, les sciences s'appuient d'abord sur la philosophie, mais la philosophie reste un courant de pensée. Elle ne démontre rien en tant que tel. Aujourd'hui je suis bonheur. Le bonheur, ce Graal universel. Dès l'Antiquité, Platon affirmait « N'est-il pas vrai que nous désirons tous être heureux ?» Depuis plus de 2500 ans, cette quête obsède l'humanité. Longtemps réservé à l'au-delà par les religions monothéistes, le bonheur est aujourd'hui un sujet d'étude à part entière. Mais comment le définir ? Entre philosophie, croyance et science, ces contours restent flous. Je vous propose donc un tour d'horizon des grandes théories qui ont tenté de percer son mystère. Alors attention, j'ai retenu vraiment l'essentiel, parce qu'on pourrait en parler pendant des jours et des jours. Il y a énormément d'écrits. J'ai essayé de prendre à chaque fois la substance moelle de ce qu'avaient dit les philosophes et d'en extraire un jus. Alors, on va prendre un premier courant de philosophes qui pense que le bonheur est un idéal inaccessible. Donc pour beaucoup, le bonheur semble hors de portée, à commencer par la tradition chrétienne, qui en a fait une promesse céleste. À la sueur de ton front, tu mangeras ton pain. Le travail devient donc pénitence et le paradis l'unique échappatoire. Les religions monothéistes associent souvent le plaisir terrestre au péché, faisant du bonheur un état perdu à reconquérir pour le sacrifice. Les philosophes ne sont pas en reste. Kant le juge indéterminé, un idéal de l'imagination trop subjectif pour être saisi. Le philosophe Alain est plus radical. Lui, il affirme que dès qu'on cherche le bonheur, on est condamné à ne jamais le trouver. Pour lui, le bonheur ne serait donc qu'une somme de petits bonheurs quotidiens, à condition de ne pas en faire une obsession. Il y a d'autres philosophes dans ce courant, mais là je vais passer à ceux qui associent le bonheur à plaisir vs vertu, le grand débat. Pour certains, il y en a qui lient bonheur et plaisir, et il y en a d'autres qui les opposent farouchement. Les hédonistes, Épicure, Socrate par exemple, y voient une alliance naturelle. Pour Épicure, le plaisir compris comme absence de souffrance ou ataraxie est la clé, à condition qu'il soit vertueux. Il distingue les plaisirs nécessaires, manger, boire, les plaisirs naturels, mais non indispensables, le luxe, la beauté, et les plaisirs artificiels, la richesse, le pouvoir, sources qui sont, eux, sources de troubles. On a, de notre part, les eudémonistes, comme Platon et Aristote, qui privilégient, eux, la vertu. Platon exige une âme juste, où la raison domine. Aristote, lui, voit le bonheur comme un praxis. L'homme est heureux en agissant bien, pas en cherchant à l'être. Le bonheur est donc ce qui donne à la vie humaine le sentiment de son accomplissement. Et enfin, pour les stoïciens, le bonheur est aussi le but de la vie, mais il prône l'acceptation.
Le bonheur naîtrait de l'harmonie avec la nature et le détachement face aux désirs superflus. L'homme doit agir selon sa nature humaine, dont la principale caractéristique est la raison. Il doit donc se méfier des désirs corporels. Et enfin, on a les philosophes qui voient le bonheur comme un projet, comme une construction active. Spinoza en fait une joie active, liée à la connaissance et à la liberté. La joie est corrélée à la connaissance, la manifestation de l'être et de sa liberté. Elle peut procurer un bonheur accessible. L'idéal du bonheur universel et non réservé à une simple élite de sages apparaît donc comme un héritage des Lumières. Teilhard de Chardin distingue, lui, 3 attitudes face à la vie. Une attitude pessimiste, le passé comme échec, une attitude jouissive, le présent comme profit, et une attitude ardente, l'avenir comme ascension. Pour lui, le bonheur est croissance. L'homme heureux est celui qui, sans le chercher, trouve la joie dans l'action. Pour y parvenir, il suggère 3 phases. Se centrer sur soi, pour mieux se connaître. Se décentrer sur l'autre, pour mieux connaître l'autre. Se surcentrer sur un plus grand que soi. Ce plus grand que soi pouvant être une entreprise, pouvant être quelque chose de plus spirituel, quelque chose d'universel. Maslow et Rogers, qui est le fondateur de la thérapie centrée sur la personne, insistent eux sur l'accomplissement de soi. Maslow identifie des besoins fondamentaux, on est bien connu pour ça, et il définit aussi 14 valeurs antiques, comme l'enjouement par exemple, qui mènent à l'épanouissement, et suggère qu'être en harmonie avec son propre monde intérieur pourrait être aussi important qu'une compétence sociale. Le dernier volet de philosophe, Freud ou Coué, le bonheur entre psyché et méthode. Freud voit le bonheur comme un principe de plaisir en conflit avec les contraintes sociales. La maîtrise de soi serait son prix, au nom de la réalisation humaine et au prix de la castration. Il suggère ainsi une incompatibilité entre le bonheur individuel et la vie sociale. Quant à Émile Coué, il mise sur l'autosuggestion. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Derrière cette formule simple se cache une métaphysique fondée sur une connaissance scientifique. C'est pas juste une simple répétition comme parfois on l'a suggéré. Aujourd'hui, je suis bonheur. Si on prend le bonheur en citation, là aussi on va s'apercevoir qu'il y a un puzzle de contradictions. Les avis divergent radicalement. Je vais vous donner quelques exemples. Le bonheur naît du malheur, dit Lao Tzu, versus le plaisir est l'ennemi du bonheur, nous dit de Beauchesne. Le bonheur rend aveugle, nous dit Eschyle, versus le parfait bonheur consiste à rendre les autres heureux, nous dit Rousseau. On ne saisit jamais le bonheur, nous dit Chauveau de Beauchesne, versus le bonheur est une joie active, nous dit Spinoza. Et un petit dernier sur l'éducation. L'éducation ne fait pas le bonheur, nous dit Eugène Labiche, versus l'éducation n'a d'autre fin que de nous faire réaliser notre nature humaine, consistant à chercher par tous les moyens à être heureux, nous dit Montaigne. Happy, happy day, happy work, happy world. Alors, en conclusion de ce chapitre, on pourrait dire, comme le note la psychologue Sonia Lyubomirsky, nos croyances sur le bonheur étaient jusqu'à présent erronées, une grande partie d'entre eux. Voilà, je vous disais tout à l'heure, il y a de tout et son contraire. Pourquoi tant de divergences ? Eh bien, le bonheur est un caméléon. On ne sait pas si c'est une fin ou un moyen. Aristote versus Kant. S'il est subjectif ou universel, dit Épicure versus Teilhard de Chardin. Inné
versus Marlowe ou acquis versus Coué. Accessible ici, bas ou ailleurs. Hein, là, c'est un petit peu les religions versus les philosophes. Si c'est une émotion, un état, un savoir-être, ou si on l'acquiert par la vertu, par le plaisir, par la connaissance, ou, etc. Hein. D'où ce que je dis l'autre fois, hein, en amusement, il est où le bonheur, il est où le bonheur, il est où? Eh ben oui, on est encore là-dedans. Un petit peu moins maintenant, mais... Si le bonheur se laisse si peu définir, c'est peut-être parce qu'il désigne en fin de compte plusieurs choses, qu'il joue plusieurs rôles, qu'il se vit de différentes manières. Comprenez-vous maintenant ma curiosité à en savoir davantage et à me lancer en 2011 dans une thèse sur le sujet? J'étais déjà curieuse de savoir, mais quand je me suis aperçue que chacun y allait de sa vérité, et là je me suis dit, il y a un sujet à creuser. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver ces podcasts aussi en écrit, en lecture, sur LinkedIn, sur ma page Bien-être Efficacité. Et je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour le numéro 3. Au revoir. Merci de m'avoir écouté. Alors, je propose aussi des formations, des accompagnements, des interventions en entreprise pour concilier bien-être et efficacité collective. Alors, retrouvez-moi sur YouTube ou sur LinkedIn, Marie-Pierre Demont. Et abonnez-vous.